Je vous ai expliqué dans la dernière vidéo que ces éléments, ces radionucléides, se dissipaient dans l'air, se mélangeaient très facilement à l'eau, se mélangeaient dans la terre, avec moins de facilité pour le césium et le strontium. On retrouve ces éléments petit à petit, évidemment dans l'eau, dans les végétaux et dans les animaux. Donc sur les périodes qui sont proches de l'endroit où a lieu l'accident, il faudra éviter totalement de consommer tout ce qui est là pendant de très nombreuses années. Alors cette radioactivité n'empêche pas la vie de proliférer. Certains m'ont écrit en me parlant de la nature qui était en pleine santé autour de la centrale de Tchernobyl. Alors qu'est-ce qui se passe dans la nature? C'est très très simple, vous allez comprendre, c'est que la radioactivité n'affecte pas de la même façon tous les êtres vivants. Et dans leur corps humain, c'est pareil. Tous les tissus n'ont pas une réactivité aux radiations qui est la même. Par exemple, dans le corps humain, les cellules les plus sensibles à la radioactivité sont les cellules germinales, c'est-à-dire les cellules que vous produisez pour vous reproduire. Ce sont les plus sensibles. C'est en même temps celles qui sont très sensibles au Wi-Fi et à d'autres ondes de cette nature. D'autres cellules qui sont très affectées par les radiations sont les cellules intestinales, parce qu'elles se reproduisent très vite celles-ci. D'autres cellules qui sont souvent atteintes, exposées aux radiations, sont les cellules pulmonaires. Alors, pourquoi est-ce qu'autour de Tchernobyl, est-ce qu'il y a une nature aussi luxuriante? Eh bien, c'est parce que, premièrement, les insectes ne sont pas atteints par la radioactivité comme nous. Ils sont presque un petit peu immunisés. Ils sont entre 100 et 1000 fois moins sensibles à la radioactivité que nous. Et on peut dire que c'est une sauvegarde pour tous les êtres vivants, car sans insectes, il n'y a pas de reproduction végétale. D'autre part, les végétaux ont une manière de se régénérer qui est très différente des êtres humains et des animaux. Les êtres humains possèdent des fonctions bien distinctes, faites avec des cellules qui sont très distinctes. Les cellules du foie n'ont rien à voir avec les cellules osseuses, qui elles-mêmes n'ont rien à voir avec les cellules nerveuses ou les cellules, on va dire, de l'intestin. Les cellules du cœur ne peuvent pas se transformer en cellules intestinales ou en cellules osseuses. Ce qui fait que lorsque vous avez un type de cellule qui est atteint, il ne peut être régénéré éventuellement que par ses propres cellules. Mais si celles-ci sont atteintes par la radioactivité en l'occurrence, eh bien il n'y aura pas de régénération possible. Pour les végétaux, c'est totalement différent. Les végétaux ont très peu de cellules différentes, mais chacune de ces cellules peut refabriquer les autres. C'est-à-dire que vous prenez un tout petit bout d'un végétal, avec ce tout petit bout de végétal, vous pouvez refabriquer la plante de laquelle elle est issue. Ça, c'est ce que font d'ailleurs les laboratoires lorsqu'ils font du clonage. Ils prennent un tout petit bout d'un végétal et puis hop, 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 ils le mettent dans des éprouvettes, ils le font grandir, etc. Et à la fin, vous avez 2000 platanes qui sont identiques, 2000 tuyas, 2000 fils, bon, enfin, etc. etc. On ne va pas citer toutes les plantes. Voilà. Donc ces plantes se reproduisent assez aisément. Pourquoi? Parce que même s'il y a des cellules qui sont atteintes, eh bien, il en faut très peu pour pouvoir régénérer l'ensemble. Autre chose encore, il y a des animaux, mais la plupart des animaux ont une durée de vie qui est beaucoup moins grande que celle de l'être humain. Autrement dit, les dommages causés par la radioactivité sont plus longues à être mises en œuvre que la durée de vie de ces animaux. Ces animaux ont une durée de vie très courte, donc la radioactivité n'a pas vraiment d'effet sur eux. Une chose qui a été observée dans des études autour de Tchernobyl et qui est intéressante à propos des plantes. Il a été constaté que les plantes absorbent environ 10% seulement de la radioactivité qui est dans le sol.
donc cette radioactivité est tamisée, et que les plantes protégeaient les graines, à tel point que les graines ne sont pas contaminées par la radioactivité. Ce qui veut dire que lorsque vous allez ramasser des plantes sauvages les années qui suivent, pas la première année évidemment, les années qui suivent, si vous récoltez les graines, vous aurez des graines qui seront totalement propres, qui n'auront pas été soumises à la radioactivité. Donc certaines sont mangeables, comme celle du kénopode, de la marante, qui sont presque comme des céréales si vous voulez. Et beaucoup de plantes, je vous ai dit, les plantes annuelles surtout, donc ont cette capacité, c'est-à-dire qu'elles vont prendre dans le sol une partie seulement de la radioactivité, et elles ne vont pas utiliser la totalité de ce qu'elles trouvent dans le sol. Donc comme chaque année les sols vont être lavés et balayés par la météo, il y aura chaque année de moins en moins de radioactivité. Et donc les plantes, chaque année, les plantes annuelles, donc j'entends, étant soumises à moins d'activité, elles sont plus facilement consommables que les plantes qui sont vivaces, qui, si elles ont été exposées dès la première année, et si cette plante par exemple dure pendant 10 ans, pendant 10 ans elle aura cette radioactivité de toute façon, alors que les plantes annuelles en seront préservées. Je vous avais parlé de ça. Dans tous les cas, par contre, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser pour laver ce que vous ramassez de l'eau qui vient d'une source jaillissante. Les sources jaillissantes seront bénéfiques tout le temps là, à la différence des rivières, des cours d'eau, des fleuves qu'il ne faudra absolument pas utiliser, et surtout pas après les jours de pluie, puisque ce sont elles qui vont réceptionner toute la radioactivité qui ravinera des montagnes, des collines et des vallées. Il faudra vous rappeler que les endroits qui sont encaissés vont garder la radioactivité pendant extrêmement longtemps, et qu'il faudra éviter d'y faire des cultures, et surtout ne pas acheter des choses qui auront été cultivées dans ces vallées par des gens éventuellement qui auront été sans cette connaissance-là. Les endroits qui seront les plus préservés seront les endroits qui seront en hauteur, donc en altitude. Là, c'est pareil, les plantes seront plus préservées que les plantes qui seront en bas. Alors la première année, après les premiers dégagements de radioactivité, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les feuilles des arbres vont en réceptionner une quantité énorme, les feuilles directement avant le sol. Et une fois que les feuilles vont tomber, ensuite ces feuilles vont remplir les sols de cette quantité de radioactivité qui sera très importante. Donc il faudra bien y penser, et cela surtout parce que les champignons font partie des végétaux qui absorbent le plus de radioactivité, parce que le champignon, si vous voulez, ce qu'on ramasse en général, c'est un petit peu comme le fruit de la plante. Et la plante sont des espèces de filaments qui sont dans les sols, qui représentent des surfaces parfois gigantesques, et ces surfaces de filaments sont surtout dans les premiers centimètres de la terre, donc ils vont récupérer absolument toute la radioactivité qu'il y aura dans les sols, et ils vont les donner dans les champignons que nous pouvons consommer. Alors la plupart des champignons font partie donc des aliments qu'il faudra totalement éviter. Quelques champignons malgré tout, et ça reste toujours des mystères dans la nature, quelques champignons ont la particularité de ne pas trop absorber la radioactivité. Par exemple, les rosés des prés, les coumelles, le bolet de Bordeaux par exemple. Donc ça sont des champignons qui, alors bon, peut-être pas la première année quand même, mais beaucoup plus tard, qui pourront peut-être être utilisés. Mais tout ce qui est aux abords, en tout cas de la centrale, il faudra l'éviter le plus possible, parce que les matériaux lourds, les poussières lourdes retombent aux abords de la centrale, d'abord évidemment puisqu'ils sont plus lourds, et les matériaux, les poussières qui sont plus légères vont plus loin, mais redescendent plus loin. Et la radioactivité qu'elles dégagent est transmise évidemment aux lieux et aux choses sur lesquelles elles sont mises en contact. Alors pour se débarrasser un petit peu de cette radioactivité, alors s'en débarrasser totalement, ça c'est très difficile. Il y a peut-être des moyens que je ne connais pas, de toute façon c'est même évident qu'il y a des choses que je ne connais pas. Mais je vais vous indiquer en tout cas ce que je connais et qui est efficace.
Alors, je vais d'abord vous donner des aliments qui permettent de remplacer l'iodure de potassium qu'on prend quand il y a un accident de réacteur nucléaire. Parce que dites-vous bien qu'à partir du moment où il y a cet accident, bon, il y a un arrêté préfectoral qui indique d'aller chercher en pharmacie. Ces cachets sont des cachets qui font 65 mg en général de iodure de potassium qu'il vous faut prendre le plus vite possible. Hein. Ces cachets, enfin ces petits comprimés durent à peu près 24 heures, ont une efficacité qui est très importante, mais la quantité évidemment qu'ils représentent sature complètement la thyroïde et vont plus que la saturer d'ailleurs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ensuite il faut évacuer tout ce qui est entre eux. Et là c'est une autre paire de manches. Donc par contre ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de la saturer avec quelque chose qui est aussi je dirais lourd que ces comprimés, vous pouvez avoir une alimentation qui est très riche en iode, donc des poissons surtout, des crustacés, des choses comme ça. Parmi les choses les plus faciles à prendre, c'est l'huile de foie de morue, parce que l'huile de foie de morue contient une quantité d'iode qui est très importante sans en consommer beaucoup. Donc vous achetez par exemple du foie de morue fumé ou pas, nature, que vous consommez pendant plusieurs jours, de telle sorte que comme ça, votre thyroïde n'aura pas besoin d'utiliser de l'iode radioactif. Alors comment ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'ensuite elle en subit des dommages? Ça va permettre à chacun de savoir ce qui se passe et de ne pas croire à des choses inutiles. Tous les jours, votre glande thyroïde fabrique des hormones, elle en fabrique beaucoup. Et elle utilise des oligo-éléments, entre autres, et d'autres minéraux, mais surtout, elle utilise 4 oligo-éléments, dont le plus important est l'iode. Hein, il y a l'iode, le manganèse, le cobalt, et je ne me rappelle plus du quatrième, non, je ne me rappelle plus, mais ça fait rien. Bon, mais l'iode est le plus important, ce qui fait que lorsqu'elle va vouloir faire ses hormones, elle va vouloir utiliser de l'iode. S'il y a de l'iode radioactif que vous respirez, celui-ci s'inhale tout de suite, eh ben elle va l'utiliser. Elle va l'utiliser pour faire les hormones. Et ensuite, quand les cellules de la glande thyroïde vont se reproduire, ces cellules auront été modifiées en partie par la radioactivité de cet iode 131. Cet iode 131 a un rayonnement bêta et gamma qui est assez important et qui évidemment en interne produit des dégâts qui peuvent être importants, qui vont être soit modifier complètement la structure de l'ADN, la rendant difficilement reproductible, c'est-à-dire que soit les cellules vont pas pouvoir se reproduire correctement, soit il y aura des défauts qui vont se transmettre évidemment et qui peuvent produire à la longue une cancérisation de cette glande. Donc s'il y a la place de prendre cette iode radioactive qui va être un petit peu partout, vous la consommez tous les jours, et bien, votre corps va prendre celle que vous consommez. Si vous mangez du poisson, il y en a dedans, par exemple dans le maquereau, je crois qu'il y a 100 microgrammes d'iode pour 100 grammes de maquereau. C'est largement suffisant de manger 100 grammes pour avoir la dose journalière. La dose journalière, elle évolue entre 100 à 150 microgrammes. Et c'est très difficile à savoir en réalité parce que ça dépend de l'activité que vous avez. Un sportif en consomme beaucoup plus que quelqu'un qui est sédentaire ou qu'une personne âgée. Alors, je vous ai dit que pour les personnes âgées, c'était même pratiquement pas nécessaire parce que si vous voulez, la reproduction des cellules de la glande est très faible et la production d'hormones chez les personnes âgées est très faible aussi parce que la glande thyroïde fabrique surtout des hormones qui permettent au corps de s'activer, de se développer, de pouvoir durcir les os, etc., de les faire grandir ou rapetisser, etc., etc. Donc c'est une glande qui est très très active. Et plus vous êtes sportif, plus elle va être en activité, moins vous êtes sportif, moins elle va être en activité. Plus vous êtes jeune et plus elle va devoir se reproduire. Donc si très jeune, elle est soumise à la radioactivité de l'iode 131, eh bien, au lieu de se reproduire sans défaut, elle va se reproduire avec des défauts. Et ces défauts vont avoir leur apogée au moment où la personne aura atteint largement 10 ans de plus. Donc là, il pourra y avoir des problèmes importants au niveau de cette glande. Et bon, je crois que tout le monde est plus ou moins au courant qu'il y a eu énormément de gens qui ont eu des problèmes de thyroïde dans les années qui ont suivi les problèmes de la centrale ukrainienne.
Voilà, je ne me rappelais plus du nom sur le coup. Alors, je vous mettrai aussi sur le site un certain nombre d'aliments qui contiennent suffisamment d'iode, mais l'huile de foie de morue, c'est quelque chose qui est très pratique parce que c'est en même temps un supplément alimentaire qui favorise la reconstruction de l'organisme et qui permet, par exemple, lorsqu'on doit se déplacer, donc si vous vous trouvez dans un lieu où vous ne pourrez pas vivre et qu'il faut vous déplacer parce qu'il y aura trop de radioactivité, c'est bien d'avoir avec soi quelques suppléments alimentaires comme de la vitamine C, du pollen, de l'huile de foie de morue ou des algues, de telle sorte que le corps puisse avoir de quoi fonctionner correctement. Hein, ces petits suppléments alimentaires ont la capacité de donner plus d'énergie, en tout cas, à l'organisme. Hein. À eux seuls, ils ne suffisent pas pour nous maintenir en bonne santé. Hein, mais associés à la nourriture, par contre, oui, hein, ils le peuvent et très largement. Bon, pour les autres radionucléides, ce sont des radionucléides qui vont petit à petit se dissiper très faiblement, car je vous ai dit que la radioactivité de ces matériaux-là était très longue, 29 ans, pour la demi-vie de chacun des deux dont j'ai parlé. Donc ça représente, si vous voulez, si on considère que 75%, on peut vivre à partir de 75% de la radioactivité détruite, il faudra attendre 60 ans. C'est vraiment très très loin. Donc évitez de ramasser des plantes, de manger des animaux qui ont vécu dans les endroits où il y a des vallées qui reçoivent la radioactivité dans les endroits proches. Autour de Tchernobyl, sur des centaines de kilomètres, il y a des endroits qui sont encore très radioactifs parce que il y a des endroits où ça forme des cuvettes. Et donc forcément, ça s'est concentré dans ces cuvettes. À chaque fois qu'il pleut, ça ramène tout dedans. Et les argiles ont tendance à bloquer la radioactivité. Alors là encore, on a un point intéressant qui pourra être utilisé, ce sont les argiles. Alors on va parler de l'argile verte simplement, je ferai une vidéo sur l'argile mais plus tard. L'argile, donc l'argile à utiliser en boisson. Donc là par contre, si vous êtes soumis à un accident de l'un ou de l'autre et que vous voulez boire de l'argile, il faudra le faire 2 fois par jour. Donc là vous mettrez une cuillère à café d'argile dans un verre d'eau. Que vous laisserez tremper dedans et ensuite vous boirez ça. Alors c'est mieux de boire l'argile avec, hein, mais vous ferez ce que vous pourrez, vous essaierez d'en boire régulièrement. Au début de boire les 2 verres, après au moins de boire 1 verre par jour, il faudra le faire suffisamment longtemps. Et quand votre corps vous dira stop, vous arrêtez et vous reprendrez plus tard. Voilà. En ce qui concerne l'utilisation de l'argile sous forme de cataplasme, ça peut être utilisé pour la thyroïde par exemple, ça peut être utilisé au niveau de certains organes qui sont des organes excréteurs, les reins, le foie. Donc là il vous faudra faire attention à boire une eau très pure, donc une eau soit que vous achèterez qui viendra d'ailleurs, l'eau Moroku étant celle qui est la meilleure, on peut dire en bouteille. Après, utiliser une eau de source jaillissante, car celle-ci n'aura pas été contaminée, jamais d'ailleurs, c'est pas possible. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Oui, j'avais amené le cahier pour pas être trop long, mais je vois que je m'en suis pas servi beaucoup. Alors je vous mettrai aussi sur le site comment faire les emplâtres d'argile, etc. Voir l'argile, je pense que vous connaissez, c'est pas très difficile, ça peut-être que je le mettrai quand même. Bon bah voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors les plantes dont j'ai parlé tout à l'heure auront leur utilité aussi, hein, ainsi que les huiles essentielles. Hein. Vous pourrez toujours plus ou moins utiliser les plantes sauvages qui seront à votre disposition pour nettoyer votre organisme. Alors pourquoi les plantes sauvages? Parce que celles-ci sont beaucoup plus riches en éléments que les légumes. Les légumes sont des plantes dont on a coupé beaucoup de possibilités, donc il y a énormément de choses qui ne sont pas dedans, qu'on trouve par contre dans les plantes sauvages. Alors ces éléments sont des éléments qui sont peut-être en toute petite quantité, mais qui sont absolument nécessaires, parce qu'ils produisent dans l'organisme quelque chose qui est difficile à expliquer si vous voulez, mais qui permet en tout cas à l'organisme d'avoir
d'abord de prendre connaissance de cet élément et ensuite de savoir réagir en sa présence. Je vais vous parler d'un phénomène qui est très intéressant qui s'appelle l'hormèse. L'hormèse, c'est un phénomène qui a été étudié justement suite aux accidents de centrales qui se sont passés, surtout à Tchernobyl. On a fait des expériences avec des rats, on les a soumis à une radioactivité relativement faible et ensuite on les a soumis à une radioactivité très forte. Eh bien, on s'est aperçu que les rats qui avaient été soumis à une radioactivité faible réagissaient beaucoup mieux à une radioactivité forte que des rats qui n'y avaient pas été soumis. Donc ceux qui n'ont pas été soumis à des radioactivités au préalable, lorsqu'ils subissaient une radioactivité importante, ils en mouraient, ils attrapaient des maladies abominables, etc. Alors que ceux qui avaient été soumis à une radioactivité relativement faible au cours de leur vie, pendant une durée assez longue, ceux-là réagissaient beaucoup mieux et avaient des capacités de régénération qui étaient beaucoup plus importantes. Alors, le sujet n'a pas été extrêmement approfondi pour expliquer exactement comment on peut faire nous dans la vie courante, mais c'est quelque chose qui est assez compréhensible. C'est-à-dire que si votre corps a été soumis un tout petit peu à quelque chose, il connaît cette chose et il a la capacité de pouvoir y faire face ensuite. C'est exactement pareil pour tout ce qui est dans l'air, que ce soit des micro-organismes, quels qu'ils soient, microbes, virus, tout ce que vous voulez. Si vous y êtes soumis régulièrement, votre organisme aura la capacité d'y faire face. Si vous vous soustrayez à ces micro-organismes, votre corps s'affaiblit systématiquement. En ce qui concerne les plantes sauvages, c'est exactement ce qui se passe aussi. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'éléments qui sont dans les plantes sauvages qui n'existent pas du tout dans les légumes. Alors j'essaye d'en parler le plus possible quand je parle des plantes sauvages, mais ça m'est difficile parce que je sais que tout le monde bloque un petit peu sur les vitamines, bloque un petit peu sur les minéraux, etc. Des choses, mais ça va beaucoup plus loin que ça en réalité. Et la nature est beaucoup plus riche que la simple analyse des plantes. Souvent d'ailleurs, l'analyse des plantes, c'est surtout un moyen commercial de vendre quelque chose. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le domaine, j'en parlerai peut-être dans une vidéo à part, mais je laisse ça à ceux qui veulent le faire. Voilà. Alors, il y a quand même quelques plantes qui sont intéressantes à connaître. Je regarde un petit peu si des fois j'ai noté des choses qui pourraient vous être utiles. Oui, ça j'en ai parlé. Alors, un petit peu quelques aliments qui vous permettent de remplacer les comprimés d'iode, l'huile de foie de morue, le maquereau, la morue, les crevettes, les algues, les œufs et le fromage de brebis. Une chose aussi, pour ensuite essayer de sortir de son organisme les choses qui pourraient être nocives, alors que ce soit des métaux lourds ou de la radioactivité éventuellement. Donc on peut utiliser de la chlorella. Alors la chlorella, c'est délicat d'en trouver de la très bonne. Faites ce que vous pouvez au mieux et couplez-la à de la coriandre. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne en couple. C'est-à-dire que si vous utilisez de la chlorella, il faut prendre de la coriandre et les deux ensemble fonctionnent pour évacuer tous les métaux lourds. Et passer un certain stade, donc il ne faut pas le faire sur une très longue période, il faut le faire sur une quinzaine de jours, pas plus. Ensuite, il faut utiliser des techniques qui permettent de masser des endroits de l'organisme qui stimulent. Voilà, donc j'en parlerai peut-être dans une vidéo à part de ça, mais pour pouvoir aller plus loin, parce que si vous prenez ces choses-là pour sortir des saletés de votre corps il va s'arrêter de les sortir au bout d'un certain temps. Et ensuite, ce qui reste, vous n'arriverez pas à le sortir. Pour pouvoir le sortir, il faut stimuler ces zones-là en massant les pieds à des endroits particuliers, ou les oreilles, ou les paumes de main, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire sortir une partie de ces choses. Donc la chlorella, la coriandre. Ce que vous pouvez utiliser, je regarde si... Alors, c'est difficile de trouver des substances vraiment en bon état. Même dans tous les laboratoires, vous savez, ils cherchent la plupart du temps à utiliser ce qui est moins cher. Moi, ça fait très longtemps que je travaille avec un laboratoire, par correspondance essentiellement. Et c'est un laboratoire dans lequel j'ai une très grande confiance parce qu'ils font attention à ça, ils sont un peu plus chers. Mais par contre, ils utilisent des produits qui sont vraiment exceptionnels. Alors, vous n'êtes pas obligé de les commander là où je vous le dis, mais si vraiment vous voulez quelque chose de sûr, c'est un laboratoire qui est sûr. Donc, dedans, vous pouvez avoir des gélules d'huile de foie de morue, je vois, je les ai mis en verre. Là, voilà. Vous pouvez avoir de la chlorella, du lichen d'Islande,
Enfin des petites choses qui peuvent vous être utiles pour vous nettoyer. Le nettoyage devra se faire régulièrement, hein. C'est pas juste suite à l'accident, il faut que ça se fasse pendant plusieurs années d'affilée, hein, jusqu'à ce que vous vous sentiez que vous êtes libre de tout ça. Bon, c'était un sujet compliqué. Je suis désolé, peut-être un petit peu lourd à porter, mais je crois qu'il était nécessaire. Je ne sais pas ce qu'il en sera de l'avenir, de l'évolution des choses, mais ce qui est certain, c'est qu'au niveau des probabilités, les accidents nucléaires sont fatalement la chose la plus probable qui arrivera dans l'avenir. Ensuite, ce qu'on peut ressentir sur le plan énergétique, eh bien, ne peut être compris que par ceux qui ont cette sensibilité, donc je ne vais pas en parler. Mais si on en reste qu'au niveau des probabilités, je pense qu'il est nécessaire de savoir quoi faire en cas d'accident nucléaire. J'espère que cette vidéo vous aidera. N'oubliez pas d'aller voir sur mon site pour voir les tableaux que j'ai mis pour vous aider. Essayez de vous préparer comme vous pouvez si vous pensez que c'est utile, et puis sinon c'est pas grave. Chacun choisit la vie qu'il veut avoir, et puis c'est vrai que parfois on peut estimer que si pour vivre il faut se compliquer à ce point-là la vie, peut-être que c'est pas la peine de la laisser se prolonger de manière aussi compliquée. Je laisse à chacun le soin de faire ses choix personnels et d'envisager ce qui lui semble être utile. Je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne santé, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.